Dans cette partie, on va s'intéresser à deux notions très simples, mais on va les relire d'une façon un peu moins intuitive que ce que vous pourriez penser. Je parle de la notion de score à un test et je parle aussi de la notion de moyenne sur un ensemble de sujets. Moyenne d'un score sur un ensemble de sujets, c'est évidemment une situation à laquelle le psychologue est confronté sans cesse. La situation non seulement d'avoir à faire passer des tests, mais à collecter des scores. Et je voudrais qu'on y réfléchisse d'une manière qui s'abstrait un tout petit peu de ce qui se voit d'un score, c'est-à-dire un simple nombre. Au fond, quand vous faites passer un test à quelqu'un, vous obtenez certes un score, mais il faut aussi être capable de comprendre que, à travers ce score, ce que vous touchez du doigt est quelque chose d'un petit peu plus général que le nombre concret qui apparaît. Il faut comprendre que si vous deviez faire passer le même test à la même personne dans les mêmes conditions, éventuellement au même instant, si on disposait d'une machine à remonter le temps pour pouvoir le faire, alors vous ne seriez pas garanti d'obtenir exactement le même score au même test pour la même personne. C'est une notion difficile à manipuler parce que c'est très difficile de penser que nous puissions ainsi faire passer deux fois le même test à quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive ou sans qu'il s'en souvienne, ou bien entendu au même moment avec une machine imaginaire à remonter le temps. Mais on peut quand même en avoir un modèle clinique, c'est-à-dire une représentation à travers une situation concrète de la façon suivante. Vous avez à l'hôpital un certain nombre de patients qui souffrent de troubles de la mémoire à court terme et qui ne sont plus véritablement capables d'imprimer de nouveaux souvenirs. Ils se souviennent bien de leur passé, mais si vous leur serrez la main le matin en arrivant dans le service, par exemple, en tant que neuropsychologue, il se peut fort bien que vous les croisiez 15 minutes après et qu'ils vous tendent la main avec le même enthousiasme en ne se souvenant absolument pas de vous avoir croisé. Avec ce type de patient, il est assez facile de constater que quand on fait passer deux fois le même test à très peu de temps d'intervalle, sans que pour autant on puisse supposer que sa compétence sur le domaine visé, par exemple, je prends cet exemple tout à fait virtuel, imaginons qu'on veuille le tester sur de la mémoire spatiale, un test de mémoire spatiale ou de mémoire visuo-spatiale de type figure de raie, par exemple. Imaginez qu'on fasse passer ce test deux fois de suite à ce type de patient. Alors, le patient ne se souvient pas de la première passation et on peut constater que dans un certain nombre de cas, le score ne sera pas exactement le même. Donc, il faut que nous comprenions par ce raisonnement et par cette illustration que le score obtenu à un test est certes en apparence et visiblement un nombre, mais que ce nombre aurait pu être différent. Tout est dans ce conditionnel. Si on admet cette idée, qu'un score obtenu à un test, nous l'avons obtenu tel qu'il est, mais il aurait pu être autre, il aurait pu être différent, alors tout d'un coup nous comprenons que ce que nous appelons le score à un test est une variable aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire? Ça veut dire bien entendu quelque chose qui peut prendre plusieurs valeurs, c'est le sens du mot variable, et aléatoire signifie que nous ne savons pas prévoir à l'avance quel est le score qui va sortir après la passation. Un score individuel, bien que ça se donne à voir à nos yeux, au premier regard comme un nombre, comme une valeur unique, est en réalité une réalisation concrète de quelque chose d'un petit peu plus général et un petit peu plus abstrait, qu'on appelle une variable aléatoire. Pour bien marquer dans l'écriture ce concept et cette réflexion que nous faisons sur la notion de score, on va bien distinguer à l'avenir l'écriture d'un score observé, c'est-à-dire réalisé, concrètement mesuré. On va appeler ça petit x avec une minuscule. Et on appellera et on écrira avec un grand X, un X majuscule, la variable aléatoire score qui se trouve en quelque sorte cachée derrière. Et chaque grand X, c'est-à-dire chaque variable aléatoire score, eh bien, est susceptible de prendre plusieurs valeurs petit x dans la réalité concrète d'une passation de test. Ce n'est pas nécessairement des valeurs très différentes. Si la compétence qu'on mesure existe bien, si elle a une certaine réalité cognitive ou neurologique, alors les scores qu'on obtiendra probablement seront assez proches les uns des autres, avec une distribution pour le coup qui demande à être découverte et à être interrogée. C'est vers ça qu'on va. Dans l'écriture, par conséquent, on fera bien attention à l'avenir à distinguer grand X et petit x. Grand X désigne une variable aléatoire, mais on a déjà rencontré cette convention d'écriture entre nous, qui est courante en statistique et en psychométrie. Et petit x représente un nombre concrètement réalisé pour la variable en question, sachant qu'il aurait pu être différent.
Ce raisonnement que nous faisons ici, on le fait aussi, on peut le faire de manière tout à fait identique sur une moyenne. Une moyenne obtenue sur un groupe de sujets, par exemple, à qui on fait passer le même test, n'est pas autre chose, bien sûr, que la somme des scores divisée par le nombre de scores. Mais il faut imaginer, là encore, que quand on fait passer un test, par exemple un test de performance en lecture à une classe d'enfants, on va obtenir un certain score pour chaque enfant et par conséquent une moyenne pour la classe en question, une moyenne observée pour la classe en question. Là encore, il faut comprendre par un raisonnement abstrait que chacun des scores des enfants qui visiblement est un nombre, eh bien dans l'abstrait aurait pu être différent et par conséquent pour chaque enfant est en réalité une variable aléatoire qui a sa propre distribution, ce qui veut dire en cascade que la moyenne de la classe qui apparaît comme un nombre en apparence est aussi une variable aléatoire et qu'elle aurait pu être différente bien sûr car elle ne fait que résumer l'ensemble des scores individuels. Pour cette raison, nous allons aussi marquer dans l'écriture cette distinction entre une valeur numérique de moyenne et la variable aléatoire moyenne, en écrivant toujours en minuscule x bar, vous êtes habitué à cette écriture x bar, pour désigner une moyenne. Et nous allons distinguer cette écriture en minuscule, x bar, pour désigner un nombre. Nous allons la distinguer dans l'écriture par l'écriture d'une majuscule, global grand X bar, éventuellement grand X bar indice n, si on veut préciser que nous sommes en train de moyenner sur n valeurs, très précisément, et dans l'écriture, ça viendra marquer la distinction que nous faisons désormais entre une valeur empirique observée, concrètement réalisée de moyenne, et la variable aléatoire abstraite plus générale qui se trouve en quelque sorte cachée derrière. Ce raisonnement peut être figuré ici par cette représentation d'un échantillonnage de tests que nous faisons de manière répétée sur la même classe d'enfants, avec l'enfant 1, l'enfant 2, jusqu'à l'enfant n. À la première passation, nous obtenons un certain nombre de scores empiriques. À la deuxième passation, une deuxième série de scores empiriques. Et on imagine dans ce raisonnement abstrait que les enfants ne gardent pas la trace de leur première passation lorsque nous faisons cette opération. Vous l'avez compris, c'est un raisonnement abstrait. Eh bien, chacune de ces expériences et chacun de ces tirages d'échantillons peut amener à une moyenne différente, x bar 1, x bar 2, et ainsi de suite jusqu'à x bar grand N. Si nous concevons désormais la variable aléatoire qu'est la moyenne comme quelque chose qui peut prendre plusieurs valeurs, alors la question se pose immédiatement de savoir quelle peut bien être sa distribution. C'est-à-dire, dans un contexte donné comme quand on fait une expérience, il est très fréquent en psychologie de résumer ce qui se passe par une moyenne, et pas seulement en psychologie. Par conséquent, ce sera intéressant pour nous de pouvoir juger de la taille et de l'amplitude de cette moyenne pour en tirer des conclusions. Est-ce que cette moyenne est surprenante? Est-ce qu'elle est étonnamment faible, au contraire étonnamment élevée? Ou bien est-ce qu'elle semble finalement assez représentative de ce que l'on connaît de la norme dans la population générale? Pour pouvoir opérer ces jugements, et nous en avons besoin d'un point de vue scientifique et même parfois d'un point de vue clinique, il nous faut une distribution. C'est-à-dire, il nous faut être capable de dire pour chaque valeur possible de la moyenne, quelle est la probabilité d'obtenir une moyenne qui soit aussi grande ou aussi petite que celle-là. Et c'est très précisément ce que nous essayons de faire dans la partie suivante.